Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de la Fresh Tech. Donc on est ravi de vous retrouver pour on va dire une nouvelle saison avec le lancement de sur septembre, l'épisode 11 et qui nous permet comme ça de se lancer sur cette saison avec des intervenants récurrents puisqu'on a Christophe Kamikaze qui est avec nous. Bonjour Christophe. Là. Parfait. Je pense qu'il y a le tout petit bonjour du début qui n'est pas passé mais j'ai rattrapé le coup. Et on a également un autre Christophe qui est là aujourd'hui, donc ça va être extrêmement pratique pendant toute l'émission, donc on essaiera de bien différencier les deux. Donc Christophe Cressant, bonjour Christophe d'Agilitest. Bonjour Bertrand, merci beaucoup de nous donner cette tribune. On est ravis d'être présent ici avec vous. Alors, écoutez, comme vous connaissez peut-être le principe de l'émission, donc on fait le point ensemble, on a pas mal de sujets à voir, on va pouvoir découvrir cette startup qui est Agilitest, voir tout ce qu'elle propose, mais on a aussi des news qu'on va pouvoir partager avec vous, et dans les quelques news que l'on a, si on regarde, on va parler de Paper, puisque Paper, malheureusement, c'est fini, et on va voir, vous allez vous rappeler de ce que c'est que Paper tout à l'heure, ce charmant petit robot. Et on essaiera d'en tirer des enseignements. Sur des choses beaucoup plus agréables, on va se parler de Mano Mano qui est devenu une licorne. C'est une belle fierté française. Et enfin, on a Pazzi qui lance un robot pizzaiolo, histoire de se quitter sur une note d'humour, vu qu'on sera entre midi et deux, pour vous maintenir en fin. Eh bien, je vous propose qu'on puisse revenir dès maintenant avec nos Christophe, et particulièrement toi Christophe, pour nous parler un petit peu d'Agilitest, et que tu puisses un petit peu nous dire quel est ton parcours pour qu'on puisse voir le cheminement qui t'a amené jusqu'à Agilitest. D'origine, je suis ingénieur généraliste. J'ai fait les arts et métiers. Et j'ai fait un DESS CAE, certificat d'aptitude à l'administration des entreprises. J'ai plus de 20 ans d'expérience comme BU manager en fait pour des grands groupes, pour Airbus, pour Dassault Systèmes. Des sociétés donc de développement informatique, des éditeurs de logiciels, mais aussi des sociétés qui sont des entreprises du secteur du numérique qui travaillent pour les autres, notamment Airbus Simpa, c'était une des filiales dans laquelle j'ai exercé pendant plus de 7 ans, et notamment chez CS. Et j'ai rencontré donc mon associé, dont il faut que je parle quand même, Pierre Hubert, chez Lectra. Donc j'étais responsable de la validation des logiciels de Lectra. Et c'est là que j'ai rencontré Pierre Hubert, qui lui était expert technique sur les problématiques DevOps, production de logiciels, et notamment sur la partie test logiciel. Voilà, c'est chez Lectra qu'on s'est rencontrés. Ok, très bien. Écoute, parfait, ça nous permet comme ça de voir un petit peu l'origine. Et donc la question qui vient logiquement après, c'est une fois que vous êtes rencontrés, que vous avez pu faire connaissance, vu que vous êtes dans des domaines qui pourraient être complémentaires, mais pourquoi est-ce que vous avez monté donc cette société qui est Agilitest? Alors, on a fait un constat qui est que la validation des logiciels, c'est quelque chose qui est coûteux. Ça peut représenter jusqu'à 30% en fait des coûts de développement d'un logiciel. Dans certains cas, tester, c'est aussi une activité qui est complexe, qui nécessite des fois des tests manuels et qu'on ne peut pas forcément toujours automatiser. Et quand on peut automatiser ces tests logiciels, eh bien, on a constaté, en utilisant ces outils, que la maintenance des tests pouvait représenter des coûts très très importants qui bloquaient finalement le fait de pouvoir développer beaucoup de tests automatisés qui permettent de valider des logiciels. Donc on a eu l'idée de créer un outil en fait qui s'adresserait déjà à des personnes qui sont les testeurs, qui ne sont pas capables de développer en utilisant donc les autres outils et qui facilite les activités de maintenance des tests automatisés en réduisant au maximum cette maintenance. C'est vraiment les deux piliers fondateurs d'Agilitest et c'est ce qui nous différencie clairement des autres concurrents. On pourra revenir sur ces points-là peut-être un peu plus tard. Ok, c'est bien clair. Christophe, tu voulais intervenir?
Non, c'est juste pour clarifier alors, quelques trucs. En fait, vous intervenez vraiment sur l'outillage des équipes de test manuelles, donc c'est vraiment sur cette partie-là pour fournir un outil à ces personnes-là, en complément de tout ce qu'on peut avoir, autour Voilà, du catalogue de tests en général. exactement. Notre credo, c'est le test fonctionnel automatisé. C'est l'équivalent des tests manuels qui sont réalisés actuellement par des équipes de test et on voit qu'il y a une accélération qui se fait avec les développements agiles. On est obligé de livrer de plus en plus, souvent les logiciels. C'est devenu très concurrentiel en fait, hein, de pouvoir produire une nouvelle fonctionnalité plus vite que ses concurrents ou de pouvoir corriger des bugs qui sont importants pour les clients sans engendrer de régression. Eh bien, Agilitest permet à nos clients de couvrir la quasi-totalité de leur solution logicielle et ainsi de pouvoir très, très régulièrement délivrer des versions logicielles. Ça me fait penser justement à toutes les logiques DevOps ou DevSecOps hein, qu'on peut Oui, avoir et où effectivement on cherche à automatiser le plus possible et dedans ben, le facteur humain est une source de rupture en tout cas dans la chaîne du DevOps et donc ça permet potentiellement dans ce que je comprends hein, de votre solution de pouvoir couvrir aussi cette partie-là, de s'inscrire peut-être plus rapidement et plus facilement dans du DevOps en automatisant tout ce qui peut l'être et en laissant au niveau de la recette que la plus-value du recetteur en fait. mais dans certains cas, même nous, ce qu'on propose hein, à nos clients, c'est de faire de la validation continue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la correction a été apportée par un développeur, on va pouvoir construire le logiciel, le déployer, le tester et le passer en production de façon totalement automatisée. Voilà, D'accord. c'est un enjeu qui est important, mais on se positionne vraiment clairement sur ces enjeux pour les prochaines années. Et on est déjà capable de mettre en œuvre ce genre de pratique, chez les clients qui souhaitent, évidemment, s'y engager. Pour le coup, ce que je te propose, je vais peut-être mettre en fond, Mmh. l'outil, qui est proposé. On pourra faire un focus comme ça un peu plus gros, mais comme ça pendant qu'on échange, ceux qui nous regardent vont pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble, hein, ce que vous proposez. On va continuer comme ça à échanger dessus et j'ai oublié de préciser, mais bien évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions, dans le chat, hein, parce que le but c'est d'être interactif. Donc Christophe se plie à l'exercice d'y répondre, soit c'est en lien direct et on est dans ce cas on les posera et on fera en sorte que ça puisse remonter directement, soit c'est pas forcément en lien avec ce qui est en train d'être dit et donc dans ce cas ça sera repris plutôt vers la fin de l'émission. Donc n'hésitez pas en tout cas là-dessus. OK, très bien. Donc pour le coup, ça nous permet d'avoir un premier point, mais qui est quand même assez important, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans le cas d'usage qui est couvert et donc dans le concept, hein, de votre solution. Donc si je comprends bien, on est sur de l'automatisation de tests, on fait aussi des tests de non-régression, dedans, Bien sûr. des En tests de général, c'est pour ça qu'on fait des tests automatisés, principalement bien sûr. Mmh. et on va avoir aussi des tests de nouvelles fonctionnalités qui peuvent être décrites via votre Alors nous, outil directement? bien sûr, ce qu'on propose à nos clients, c'est de travailler en flux, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, organiser leurs équipes de façon à ce que les nouvelles fonctionnalités soient couvertes dans le cadre des développements s'ils font de l'agilité, ils vont pouvoir rajouter en fait la réalisation du test en fait, concernant une nouvelle fonctionnalité et ces tests-là passeront comme des tests de non-régression pour les versions futures. Donc l'objectif, c'est vraiment pour nous de proposer une vraie démarche qui permet de faire du left shifting, hein, c'est-à-dire on réintègre la problématique de validation des logiciels au sein des plateaux. On permet à des équipes, pluridisciplinaires qui sont, les architectes fonctionnels, les développeurs et les testeurs de travailler ensemble autour de cette problématique de la qualité et d'avoir toujours, en fait, une couverture optimale des fonctions du logiciel. Et en fait, donc, Agilitest permet à des testeurs de réaliser des tests. Donc, c'est vraiment une approche no code qui ne nécessite pas de travailler avec des développeurs. Donc, ils sont complètement autonomes sur cette réalisation, des tests fonctionnels automatisés. Ça revalorise aussi, le travail du développeur au sein des équipes, et ça permet à tout le monde, en fait, d'avoir plus de capacité pour travailler sur les problématiques de tests métiers, des tests exploratoires, des tests de plus haut niveau pour lesquels on a vraiment besoin de l'intelligence et de la compréhension des testeurs. OK, effectivement. Vas-y Christophe.
Ouais, du coup, l'écriture de ces tests, comment ça se passe du coup quand on développe des nouvelles fonctionnalités? Est-ce que on, on- on décrit le test initialement, je pense, dans un catalogue de tests, dans un cahier de test par exemple, et après on réalise l'enregistrement une fois qu'on a la fonctionnalité dans l'application? En fait, Agilitest n'enregistre pas les tests. Agilitest permet de construire un test un peu comme un Lego. Et donc, on peut travailler sur un test existant et le faire évoluer au fur et à mesure que l'application va évoluer. On a vraiment développé cette pratique-là pour permettre aux gens de travailler en mode agile et de faire évoluer je dirais des walking skeletons de tests, en fait, au fur et à mesure que les développements sont réalisés, et aussi pour réaliser des opérations de maintenance beaucoup plus rapidement. Donc, on a une notion dans l'éditeur Agilitest où vous ne verrez aucune problématique technique. En fait, Agilitest va prendre sur lui pour attendre les réponses des serveurs et s'assurer qu'on n'est pas dans le cas d'un échec. Et on va être capable, comme ça, d'écrire des fonctions qui sont des fonctions fonctionnelles, en fait, hein, de l'utilisation d'un outil, qui sont des clics, qui sont des saisies de texte. Et tout ça est extrêmement graphique. C'est-à-dire qu'on va sélectionner des composants. On va permettre à Agilitest d'identifier comment ces composants sont reconnus par le test, et ensuite, par un drag-drop très simple, on crée une action dans Agilitest à l'endroit où on veut. Ça veut dire qu'on peut vraiment faire évoluer le test au fur et à mesure que le logiciel évolue. Ok. D'accord. Alors, juste pour être sûr d'avoir bien compris, pour revenir sur ma question, ça veut dire que du coup, ça se fait sur l'interface du logiciel qui est déjà running. Donc en fait, si tu as une évolution, tu adaptes éventuellement un test existant pour dire, bah, j'ai rajouté un bouton, du coup, dans le test précédent, je vais venir maintenant aussi tester l'action derrière le bouton. Voilà. Il suffit de dire à Agilitest de passer en mode capture, et ensuite, on va récupérer les éléments pour créer une action supplémentaire qu'on va insérer à l'endroit désiré dans le test. Tout ça se fait C'est très vraiment clair. de façon très très simple. Alors, Très, ce que très- j'ai pas dit, c'est qu'on a une notion de canal dans Agilitest. On va être capable, au cœur d'un seul test, de supporter plusieurs technologies. C'est-à-dire qu'on peut commencer sur une technologie web, par exemple. On va pouvoir passer sur une technologie mobile pour contrôler que ce qu'on a fait sur le web a eu un impact en fait sur le système. On peut revenir vers le web, repartir vers du web service. En fait, l'objectif, c'est de supporter la majorité des technologies et de les supporter de façon complètement unifiée, c'est-à-dire l'interface est toujours la même. Dans la gestion des tests, la création des tests, l'interface est toujours la même. Pour le coup, on avait un petit schéma. Est-ce que tu veux qu'on le partage maintenant? Peut-être qu'il pourrait illustrer avec Oui, les ça va me différentes permettre interconnexions pour d'expliquer illustrer. comment ça fonctionne, bien sûr. Ok. Et on se parlera un petit peu après au niveau des clients, par exemple. Donc on avait Ouais. ce schéma-là d'écosystème. Voilà, donc en fait, on voit ici Agilitest se déploie très facilement sur une machine. Pour l'instant, on supporte les technologies Windows. C'est un client lourd qui s'installe sur une machine Windows. On a fait ça parce qu'il fallait qu'on supporte les technologies desktop qui sont nécessaires dans certains cas, y compris pour faire du web. Donc Agilitest ensuite est capable de prendre le contrôle de logiciels. Donc c'est Agilitest qui va lancer des logiciels. Donc on va supporter 5 ou 6 navigateurs, on va supporter des applications desktop sous Windows, on va supporter aussi des applications mobiles sous Android et iOS. On fait aussi le traitement des web services, et dans certains cas, il y a aussi la reconnaissance graphique qui permet de déboucher certaines difficultés. On n'y croit pas vraiment à la reconnaissance graphique, mais on sait que dans certains cas, c'est utile. Voilà. Et donc, toutes ces technologies, on va pouvoir les utiliser au cœur d'un test multicanal. Alors, il y a une particularité, c'est que Agilitest, c'est un éditeur qui crée des tests dans un format qui s'appelle le format Action Test Script, qui est le format ATS, qui est un format open source que nous avons évidemment nous-mêmes décrit, mais qui est complètement, je dirais, gratuit à l'utilisation. Et donc, toute la partie que vous verrez à droite ne nécessite pas aucune licence d'Agilitest. C'est-à-dire qu'on va être capable de déployer
un ensemble de scripts ATS sous Jenkins ou sous n'importe quel système d'intégration continue. En fait, on est compatible avec le standard TestNG pour produire des rapports de façon régulière. AgiliTest est lui-même capable de déployer un serveur Jenkins sur le poste du testeur. Et puis, par la suite, on est capable aussi de s'intégrer avec des outils tiers qui permettent de faire de la gestion de campagnes de tests. Notamment, je vais citer Xqual, Squash et Refertest, qui sont des acteurs français, qui sont assez connus. On est capable aussi de faire des scénarios de tests de montée en charge pour piloter. Alors, la solution la plus connue, évidemment, qui est open source, c'est JMeter, mais on supporte aussi Neoload et Octoperf aussi, qui est une solution qui est extrêmement intéressante et puissante. Et pour l'automatisation des mobiles, on a aussi un partenariat avec la société Genymotion qui propose des émulateurs de téléphone Android dans le cloud. Ils ont plus de 3000 configurations, et donc ça permet à nos clients en fait de rejouer un certain nombre de scénarios problématiques dans les conditions réelles d'utilisation du logiciel. Voilà, OK. je pense Ah, que j'ai été c'est assez c'est c'est exhaustif. c'est c'est hyper complet. Hop, je reviens vers nous. Mais pour le coup, je trouve ça hyper complet. J'ai entendu aussi dedans des acteurs comme Neoload, JMeter. Enfin, c'est vraiment des acteurs forts du marché, effectivement, pour tout ce qui est test de charge. On a aussi des acteurs comme Quality Center ou ALM, où c'est des interfaçages que vous faites avec eux. On n'est pas contre la probabilité, la possibilité de le faire. Actuellement, aucun client ne nous a demandé de faire cette intégration. D'accord? Et évidemment, ça nécessite d'avoir accès à ces environnements. Donc, on fait des partenariats avec des gros éditeurs et on passe par ce biais par des gens qui ont accès à ces plateformes en général. Parce que nous n'avons pas accès à ces plateformes et nous le faisons en général sous la demande de clients. Ok. Voilà, qui ont Alors, besoin de s'intégrer plus facilement avec des solutions complémentaires. Voilà, tout ça se fait de façon très efficace, puisqu'on est vraiment à l'écoute de nos clients. Je parlerai tout à l'heure peut-être du business model d'AgiliTest. Le client est vraiment au centre, la problématique du client et de nos clients est vraiment au centre du développement de la société, avec une activité de support où au final tous nos clients peuvent compter sur nous pour être derrière leur épaule, pour les accompagner dans la compréhension de l'outil et la réalisation de leurs tests. t'avais un point, Christophe? Cette évolution de votre solution, du coup, vous la faites de manière opportuniste avec les clients qui utilisent votre solution. C'est-à-dire que c'est à la demande de ces clients-là que vous allez ouvrir l'accès à de nouvelles intégrations, de nouvelles fonctionnalités en vue d'enrichir la solution. Alors, depuis qu'on a créé la société, on a beaucoup d'idées de produits complémentaires qu'on peut développer autour de cette technologie qui permet donc d'automatiser des scénarios. On peut envisager des scénarios de test, et c'est ce qu'on a fait avec AgiliTest, mais au final, on peut créer énormément de scénarios différents qui vont générer des choses totalement différentes. Par exemple, des vidéos. On peut faire du e-learning, par exemple, avec AgiliTest, qui génère des vidéos, des scénarios qui sont traversés. D'ailleurs, nos clients les utilisent pour faire du e-learning. Donc, on a beaucoup d'idées et on a une roadmap qui est conséquente. Cela dit, quand on a une demande d'un client, une demande qui est importante, qui est générique, et qui peut être proposé à tous nos clients. En général, on essaye de faire ce qu'on appelle, nous, une accélération de roadmap pour le mettre un petit peu au-dessus de la pile et ainsi satisfaire nos clients, en fait. Ok. Alors On est justement, vraiment on en très, très parle à l'écoute. beaucoup de vos clients. Moi, je comprends que c'est véritablement au centre de votre réflexion, de votre stratégie. Et justement, qui sont-ils vos clients? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, il n'y a pas de segmentation simple de nos clients. On travaille, on va dire, avec tout le monde. On travaille avec tout le monde. On travaille avec des grosses sociétés qui ont pignon sur rue. On va travailler avec Canal+, par exemple, avec L'Oréal, avec Chanel, qui sont des sociétés qui développent des logiciels en interne pour elles-mêmes et qui donc forcément ont besoin de les valider puisqu'il y a des mises en production régulières.
On va travailler aussi avec des ESN, des sociétés qui développent pour les autres, avec un certain succès d'ailleurs, puisque on commence à constater que on commence à vendre Agilitest à leurs propres clients. Donc c'est une démarche qui plaît, et ça nous permet d'ailleurs je dirais, d'aller vers ces ESN qui n'ont pas encore Agilitest pour leur dire: «Regardez, ça marche, vers vos clients en fait. Cette démarche-là marche vers vos clients». On travaille avec des éditeurs de logiciels. Je vais citer, Dedalus, hein, qui est un éditeur de solutions, notamment pour, le domaine de la santé, extrêmement connu. On travaille avec Pharmagest, on travaille avec des sociétés comme Isagri, par exemple, qui développent des logiciels pour leurs clients, et qui sont éditeurs. Mais on a aussi des sociétés comme, Bambino, par exemple, qui font du e-commerce. Ils sont pas beaucoup, mais par contre, ils ont besoin de sécuriser leur, cycle de vente complet jusqu'à la validation du panier, pour être sûr qu'en fait, à aucun moment, leurs clients ne sont bloqués, dans l'utilisation de leur site internet. On travaille avec des banques, Floa Bank, on travaille avec, des organismes, publics, on travaille avec tout le monde en fait. Et moi, ce que je vois en général, ce qui va segmenter, nos clients, c'est pas forcément ni la taille ni l'activité comme vous l'avez vu, mais c'est plutôt la volonté des acteurs internes de s'engager dans une démarche d'amélioration continue en fait de leur processus industriel de production logicielle. Et juste pour précision, justement, tu parlais de Dedalus tout à l'heure, c'est eux qui m'ont recommandé vivement de Oui. m'intéresser à ta startup en disant que c'est vraiment une solution très complète et très fiable et ils en sont extrêmement satisfaits. Donc je me suis dit, tiens, c'est quand même rare et c'est le meilleur indicateur quand c'est les clients qui recommandent une solution. Donc c'est ce qui m'a fait te rencontrer et te proposer qu'on échange pour te proposer de faire cette émission. Donc Et effectivement, comme on dit, ceux qui en parlent le mieux, ce sont nos clients et là, ça marche bien. on est vraiment d'accord. On a d'extrêmement bonnes relations avec Dedalus. On les accompagne, ils sont clients depuis plus de 3 ans. On les accompagne, on va dire, ils nous accompagnent aussi depuis le début parce qu'on échange vraiment quotidiennement avec leurs équipes. Ça se passe vraiment très, très bien et on est, très satisfait de cette relation qu'on a engagée avec cette équipe. Concernant le retour d'expérience de nos clients, c'est quelque chose qu'on commence, à produire. Donc on a un certain nombre de documents qu'on peut diffuser, qu'on va mettre, à disposition dans les prochaines semaines. Et puis on a participé cette année donc aux Journées françaises du test logiciel qui avaient lieu à Paris, la semaine passée, il y a 2 semaines. Et en fait, Canal+ est venu, témoigner de l'utilisation d'Agilitest pour valider l'application MyCanal. Ils sont venus, présenter en fait ce qu'ils avaient mis en œuvre pour valider, leur solution MyCanal avec Agilitest. Donc on était aussi extrêmement contents de cette présentation. On remercie l'équipe Canal+ d'ailleurs, de nous avoir accompagnés dans cette affaire. Ça pour l'appli web ou pour l'appli mobile? Pour toutes les applis en fait il y a même un client lourd sous Windows. Ils testent toutes les applications, qui sont, liées à MyCanal en fait. OK, super. On profite pour changer un petit peu la vidéo d'illustration avec cette fois-ci un test sur mobile, donc un test d'exécution directement sur mobile. Donc là aussi, ça montre quand même la puissance de la solution à pouvoir se déployer aussi sur mobile et être totalement intégré dans l'écosystème mobile. Donc, et justement avec Canal+. Donc ça, ça vient appuyer ce que tu nous dis. Il faut savoir qu'il y a pas il y a aucune difficulté à déployer des tests sur mobile. Il y a pas de configuration. On voit qu'on a, certains concurrents en fait, il faut passer une journée de configuration pour pouvoir, s'adresser avec un mobile. Là, c'est Agilitest en standard qui est capable, par le biais d'un petit logiciel qu'il faut déployer et qui fait l'interface avec Agilitest, qui s'appelle ATS Mobile Station. Eh bien, ce logiciel va reconnaître les mobiles qui sont disponibles sur le réseau, va déployer un petit logiciel sur le mobile et permettre à Agilitest de le piloter en direct. Et l'interface de saisie des tests est toujours identique, hein, puisqu'en fait, qu'on soit sur mobile ou sur une technologie web, au final, on va voir un écran et on va sélectionner des composants sur cet écran. Donc c'est toujours la même façon, sauf que pour des technologies web, on va sélectionner des composants qui sont
du code HTML, du DOM. Et pour les technologies mobiles, eh bien, c'est du code compilé. On fait de l'introspection sur les logiciels pour récupérer la structure des composants pour pouvoir les piloter par la suite. Voilà, c'était le petit point technique Bien, qui mais fait c'est vraiment la intéressant. différence puisque il y a vraiment une unité de travail qui est toujours identique avec Agilitest. Et alors justement, là tu en parles un petit peu, mais c'est ce qui m'intéresse pour voir ce qui vous différencie par rapport à vos concurrents. Donc là je comprends sur la partie mobile la simplicité du paramétrage, puisque comme tu disais, on va pas passer une journée à paramétrer pour pouvoir faire fonctionner sur mobile. Est-ce qu'il y a d'autres points structurants comme ça? Bien, en fait, Agilitest, les fameux 2 piliers dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc Agilitest, c'est vraiment un outil, ce qu'on appelle les outils un peu innovants actuellement, qui sont no code, qui permettent, aux sociétés, ben, au final de récupérer leurs développeurs qui font des tests logiciels actuellement, qui développent des tests logiciels qui sont spécifiés par des testeurs. Ils peuvent récupérer leurs développeurs pour faire vraiment des développements de fonctionnalités. Et d'ailleurs, les développeurs vont les remercier parce que faire des tests automatisés, en développement, c'est assez compliqué. Et donc notre outil est vraiment accessible et no code par des testeurs dont c'est le métier. Donc ça, c'est vraiment, un point d'honneur et ça nous permet donc, de nous adresser à cette population, je vais dire en priorité, même si tout le monde est capable d'utiliser Agilitest. Le deuxième sujet, c'est la robustesse des tests. C'est un sujet qui est central en fait, hein, aux tests automatisés. Il y a une notion de flaky test en fait, qui sont des faux négatifs, qui arrivent un peu n'importe quand, les flaky tests. Vous avez un test qui est KO, vous avez rejoué vos tests la nuit, vous en avez un qui est KO, il faut l'analyser. Eh bien, si vous avez 10 de flaky test et que vous avez 1000 tests, eh bien ça voilà, vous pouvez plus analyser vos tests et vous passez à côté de la cible de réaliser des tests fonctionnels sur l'ensemble des fonctions de votre logiciel. Et donc Agilitest, on sait que c'est compliqué quand même, hein, on met un point d'honneur à traquer les flaky tests et à ne pas en générer. Donc il y a plein de contrôles qui sont mis dans Agilitest de toute façon pour éviter qu'on ait, des flaky tests qui se présentent et on suit ça de très, très près avec nos clients. Donc ça, c'est vraiment les 2 points techniques qui sont, très importants. Juste pour Après préciser pour les gens oui? qui nous regardent, les flaky tests, ce que tu entends par là, c'est les tests qui des fois passent pas et que c'est des Et tu tests connais qui, ouais. tu réessayes, ça passe, enfin c'est très aléatoire et Exactement. Tu connais pas la raison, tu sais pas ce qui s'est passé. Donc, déjà, on essaye d'en générer le moins possible et ensuite, on va quand même générer des vidéos de l'ensemble du déroulement du test. Comme ça, si on a un flaky test, on voit quand même la vidéo de ce qui s'est passé. Donc, pour l'analyse, pouvoir c'est plus analyser. rapide et donc les testeurs passent pas la matinée à analyser flaky test. Ils vont travailler avec les développeurs sur les développements en cours et faire des tests, exploratoires, par exemple. L'objectif aussi, c'est d'être multiplateforme, de supporter toutes les plateformes. Donc on va supporter aussi macOS d'ici, la fin de l'année et on commence à nouer, des partenariats, notamment, avec la société, Invarture pour supporter, un peu mieux les plateformes SAP, qu'on commence à supporter. Donc on va se positionner petit à petit sur des verticaux, qui intéressent un certain nombre de métiers. Agilitest, c'est une solution qui se déploie simplement. On l'a dit, hein, on est compatible avec la majorité des systèmes d'intégration continue. Donc, on est capable vraiment, de déployer un référentiel ATS et de le rejouer, dans des conditions, optimales. Et puis, il y a la pérennité aussi des tests qui est assurée par ATS puisqu'en fait, vous pouvez prendre une licence, Agilitest pendant 1 an. Dans 1 an, vous arrêtez votre licence, vous pourrez toujours rejouer vos tests avec ATS. Et ça, on l'a fait D'accord. parce qu'on constate qu'il y a certaines sociétés qui ont des logiciels qui sont assez vieux et ils continuent malgré tout de payer des licences de logiciels de test vieillissants, pour maintenir une certaine partie de tests automatisés sur ces solutions. Donc voilà, nous, ce qu'on leur dit, si un jour on devient un peu moins bon que les concurrents, eh bien, prenez les concurrents, mais vous pourrez continuer à rejouer vos tests. Donc finalement, en baissant la barrière à la sortie, on va faciliter la barrière à l'entrée. Pour justement comprendre là-dessus, moi, dans ce que je vois, hein, c'est que vous avez une stratégie qui est très orientée UX. En fait, on peut parler peut-être d'UX driven au niveau de la stratégie.
et pour être au plus proche, pas forcément des développeurs, mais des recetteurs, en leur proposant une solution no-code qui soit pas une solution de barbu, on va dire, mais une solution véritablement pour des recetteurs dont c'est le métier, qui doivent utiliser l'outil et qui doivent l'utiliser facilement et qui soit le bon complément du développeur pour pas lui compliquer la vie, qui est déjà suffisamment complexe comme ça. Oui. C'est une réalité. On a mis l'UX design au centre du développement d'Agilitest, puisqu'en fait, on s'adresse à des gens qui ne sont pas développeurs pour leur permettre de faire du développement. Un test automatisé, c'est un petit logiciel. Donc, il faut trouver des moyens simples de leur expliquer facilement, qu'ils comprennent rapidement comment utiliser le logiciel et qu'au final, ils puissent l'utiliser en lieu et place des développeurs qui auparavant réalisaient les tests en codant. Donc, c'est vraiment le principe central d'Agilitest, c'est vraiment de permettre à des gens qui sont non développeurs de faire des tests automatisés. Et c'est pour ça que l'UX est important pour nous. Et on va continuer ces efforts, évidemment, pour les prochaines versions de la solution. On est en relation avec nos clients pour essayer de voir sur certaines fonctionnalités, voir lesquelles sont facilement compréhensibles, sur lesquelles il faut améliorer un petit peu l'ergonomie. Et on va travailler sur une nouvelle version qui va évidemment être encore beaucoup plus compréhensible par des gens qui ne sont pas développeurs. En fait, notre démarche, elle se calque un petit peu sur ce que fait Apple, hein. Le meilleur logiciel est celui qu'on n'explique pas. Actuellement, Agilitest, on a fait quand même énormément d'efforts. Agilitest, c'est 2 jours de formation pour pouvoir être complètement autonome sur Agilitest. Donc c'est pas beaucoup, mais on voudrait encore le réduire. Ok. Christophe, tu avais un point ou Quand tu vas parler techno, j'aurai un point, je pense. Oui, c'est peut-être l'étape d'après. Bah oui, effectivement. Bah, c'est juste pour savoir combien de temps vous avez mis pour pouvoir développer cette solution. J'ai l'impression que ça a été très itératif, hein, et avec beaucoup par rapport au retour des clients. Et ça va comme ça aussi nous permettre de se poser la question après des technologies, faire le lien avec ce que demande le sujet qu'attend Christophe. En fait, on a travaillé sur la solution depuis, on peut dire depuis, en réflexion, je veux dire depuis 2015. On a créé la société en 2017. On a vendu les premières versions d'Agilitest. En tout cas, Agilitest était à la vente au mois d'avril 2018. On a D'accord. commencé à avoir des clients dès 2018. Et depuis ce moment, bah, au final, on est toujours en relation avec ces clients du début et les clients qu'on a acquis en 2019, en 2020. On a une excellente croissance malgré, je dirais, la crise du Covid. Et surtout, on constate qu'aucun de nos clients ne sont partis. Tous les clients qui ont pris Agilitest sont restés sur Agilitest et continuent de travailler avec Agilitest et continuent de nous faire confiance. Mieux fort en tout cas. Alors si on passe maintenant un petit peu aux technologies que vous avez mis en œuvre, je pense que Christophe avait des questions dessus. Oui, mais tu as posé la question. Je rebondirai sur les propositions, les explications que tu vas nous donner. Vas-y. Alors juste une question, c'est les technologies dans lesquelles on a développé Agilitest ou c'est les technologies qu'on supporte? Dans lesquelles vous avez développé la solution, que vous avez mis en œuvre. D'accord, Les plateformes oui, supportées, on les a vues tout à l'heure, je pense. Déjà. oui. Alors on est parti sur une base Flex. C'est dommage, mon associé n'est pas là, mais il pourrait vous expliquer mieux que moi pourquoi on a choisi cette solution. Globalement, en Flex, on est capable de développer des interfaces homme-machine qui sont extrêmement mobiles, actives, avec des animations très rapidement et qui surtout vont pouvoir être portées sur toutes les plateformes. Par contre, tout ce qui est exécution et le moteur qui est, je dirais, le moteur central d'Agilitest, qui est en dehors de l'IHM, tout est en Java et tout est compilé en Java. D'ailleurs, même le code ATS est compilé en Java. Et quand vous rejouez des tests en intégration continue, c'est des tests qui sont en Java au format JUnit, TestNG, tout à fait normaux, on va dire. Voilà, alors la technologie Flex nous a permis notamment de produire une première version. On a fait des essais sur macOS. Ce qui nous manque maintenant, c'est le support des solutions desktop sous macOS. Mais
on aura juste ça à faire et on aura le support de macOS. Donc ça permet d'aller assez rapidement, voire très rapidement, à l'essentiel et surtout de faire des modifications rapides de l'interface homme-machine d'AgiliTest. Alors, juste pour préciser, Flex, on parle bien d'un techno qui était initialement chez Adobe, qui a été lâché maintenant en open source chez Apache, c'est bien ça, pour la Oui. partie UI. Ok. Oui, alors je crois qu'elle a encore, alors je peux regarder peut-être sur Internet, mais je crois que c'est maintenu par une société qui s'appelle Karman, qui est une filiale de Samsung. Et de toute façon, actuellement, on n'utilise pas les versions maintenues, on utilise une version qui est extrêmement stable et qui date d'un certain temps et qui évolue vraiment très très peu, et on arrive à faire tout ce qu'on veut avec, il n'y a aucune régression. Et elle fonctionne très bien. Ok. Au niveau, donc ça c'est pour la partie vraiment de la solution, on va dire, applicative que l'on met entre les mains des testeurs. Et après, Ouais. pour le pilotage et test au niveau des différents composants, je pense par exemple pour commencer le navigateur, comment vous allez vous greffer dans le navigateur? Alors, on utilise les WebDrivers qui sont fournis avec les navigateurs et qui permettent de récupérer d'une part, on va dire la structure des documents qui sont visités par les navigateurs, et qui permet aussi d'envoyer des notifications au navigateur. Donc ça peut être, par exemple, de naviguer vers une URL, de cliquer sur un bouton, de saisir du texte, de récupérer un élément et ses attributs. Euh, et donc tout ça, en fait, je dirais, c'est extrêmement technique, puisqu'en fait, ça doit prendre en compte la réponse du navigateur. Et donc toute la puissance d'AgiliTest et d'ATS, d'ailleurs, puisque au final, c'est dans ATS qu'on a mis ça. Toute la puissance, c'est de dire finalement, si le navigateur met un peu plus de temps à répondre, eh bien, il faut pas que je génère une erreur. Et ça, on l'a trop vu avec des solutions libres, par exemple comme Selenium, qui vont Très bien, générer des remarque. flaky tests. Donc, on a vraiment traqué ça, et AgiliTest va demander, par exemple, plusieurs fois à un navigateur quelle est la valeur de tel attribut avant de déclencher une erreur. Il y a une auto-retry. Donc, et du coup, j'allais Il y a rebondir beaucoup de là-dessus. retry, ouais. C'est ce que tu viens de dire. En fait, la technologie qui se cache derrière pour la partie navigateur, c'est la même que Selenium. C'est-à-dire que c'est les WebDrivers. Ça reste le fer de lance pour le pilotage des navigateurs. Une Oui, mais question alors du par contre, juste pour clarifier, on n'utilise pas du tout le moteur d'exécution de Selenium. On utilise juste le WebDriver comme dans le sens passe-plat, protocole. comme Ouais, protocole d'accord. pour récupérer des éléments et envoyer des notifications. On sait que sur ces aspects-là, ça marche bien, mais on n'utilise pas le moteur d'exécution parce qu'on sait qu'il est truffé de problèmes. Et y compris pour Appium, alors pour ceux qui connaissent pas Appium, Appium c'est le driver pour les mobiles Android. On a réécrit un driver parce qu'on avait des problèmes à essayer de déployer Appium. Mais c'était ma question suivante. Donc c'est Ah, pareil, du coup, sur la partie mobile, pareil, donc vous avez travaillé ça. Donc vous avez développé votre propre solution pour piloter les mobiles. Mais les deux, oui, du coup, iOS et Android. iOS et Android, et je peux vous assurer que sur iOS, ça n'a pas été une masse à faire, puisque Il y a des Apple, restrictions. Apple a mis plein de contrôles en fait. Ouais. Plein de contrôles pour piloter les téléphones. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, pour faire des tests AgiliTest sous iOS, on est obligé de passer par un macOS, un serveur macOS qui va faire le lien entre ATS, AgiliTest et un téléphone qui sera connecté sur ce serveur. Alors qu'en fait, et donc on peut piloter aussi des téléphones Android avec un macOS. Hmm. Et si vous êtes sur un serveur Windows, par contre, vous allez être bloqué pour piloter des iOS, ça marche pas. Je suis désolé, je suis un petit peu enroué, On te fait beaucoup parler aussi. On mais pose il n'y a beaucoup de pas de questions, il problème. n'y a pas de souci. Est-ce que du coup, dans votre solution, on peut imaginer un scénario où on va tester à travers différents appareils au sein d'un même test? J'imagine par exemple, on a une application mobile qui est entre les mains de l'utilisateur et derrière, on a un pilotage, une administration d'interface web. Est-ce qu'on peut imaginer un test qui va partir du mobile, lancer des actions, atterrir sur une appli web et tester du coup ce qui arrive sur l'appli web derrière? Bien sûr, c'est les aspects multicanaux d'AgiliTest, hein, qui permet d'ouvrir un canal sur un mobile, d'en ouvrir un sur un autre éventuellement, de faire des appels de web service. Et tout ça est extrêmement variabilisable, c'est-à-dire que même le même test, on va pouvoir
dire de le rejouer sur une liste de mobiles qui est par exemple dans un fichier CSV. Sous Agilitest, on peut tout variabiliser et donc pour faire du data-driven testing, c'est extrêmement simple. Donc, y compris pour les données, mais aussi pour les environnements de test et les machines. Ok. D'accord, OK, super. Et on parlait juste avant d'autres outils comme effectivement Selenium et vous avez et tu mets en avant la technologie, ATS. Est-ce que vous avez des systèmes d'import peut-être de catalogues de tests existants? Parce qu'on sait que c'est extrêmement coûteux à construire, et à maintenir. Est-ce que vous faites des reprises sur des catalogues existants, sur des formats, divers? Alors, dans l'immédiat, on a certains clients qui nous ont demandé de faire des reprises à partir de solutions existantes, extrêmement coûteuses et qui fonctionnaient un point moins bien. Au final, on n'a pas pu parce que les tests étaient complètement obfusqués. On n'avait accès à aucune donnée, en fait, concernant les tests. On n'avait aucun accès. Donc, on n'a pas pu, en fait, faire une sorte de reverse engineering pour récupérer ce qu'on appelle, nous, les locators qui permettent d'identifier les composants, Mmh. pour éventuellement essayer de les réinjecter dans du code ATS. Donc là, dans l'immédiat, on a essayé avec une seule solution. On sait que c'est un problème en fait, qu'ont tous les éditeurs. En tout cas, ça ne sera pas le cas avec ATS. Si vous avez un référentiel ATS, c'est du texte, hein. C'est modifiable à la main, c'est lisible. Vous pourrez faire du reverse engineering sans problème. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas de moulinette pour récupérer des tests à partir d'autres solutions. On n'a pas essayé toutes les solutions, mais si un client se pose des questions, on peut. Voilà. Ok. On passe à la partie business model parce que souvent, en fait, vraiment de se dire quel est le point, en fait, et comment est-ce que vous faites pour pouvoir vous rémunérer. Et donc, quel est votre business model au niveau de votre startup, si tu peux nous en dire un petit peu plus dessus. D'accord. Alors, Agilitas, c'est une solution logicielle qui est en mode SaaS, c'est-à-dire qu'on va la louer à l'année. Ça inclut donc évidemment la licence Agilitas qui est liée à un poste PC, pas forcément un utilisateur, mais à un poste PC. C'est ce qui fait le lien D'accord. d'ailleurs avec la licence. Euh, et ça inclut évidemment le support client. Donc on est en contact avec tous nos clients à travers des canaux Slack. Donc ils peuvent nous poser des questions, y compris dans les 1 ou 2 premiers mois en général. On a beaucoup de questions. Ça inclut aussi les mises à jour et les corrections de bugs. Voilà. Et on a des tarifs qui sont donc à la licence, à l'année, et qui sont dégressifs pour les clients qui prennent plusieurs licences ou qui prennent des licences sur plusieurs années. On a même un client qui a demandé à s'engager sur 20 ans. Voilà. Oui, effectivement. Tu Ok. parles de licence par poste. Est-ce que tu as également le Mac pour, le test sur la partie mobile, iOS? Excuse-moi, j'ai pas entendu ta question. Quand tu parlais de licence par poste, en fait, en parlant de Oui. machine Windows, est-ce que ça inclut également les machines Mac? Puisque on parlait tout à l'heure de tests automatisés sur iOS qui doit passer par des Mac. Il n'y a pas besoin, en fait, pour tout ce qui est partie exécution, il n'y a pas besoin de licence, en fait. Donc, c'est D'accord, OK. vraiment au moment où vous générez des tests avec Agilitest que vous avez besoin d'une licence. OK, Toute la très bien. partie exécution dont fait partie donc, l'organisation avec le Mac et l'iOS à côté n'a pas besoin de licence. Bien, donc c'est l'application à proprement parler qui est dans les mains des testeurs qui fait ça. Ça Voilà, marche, c'est clair. exactement, exactement. Bien, très clair. La suite du business model, du coup, c'est, la vie de la startup. Vous en êtes où dans le cycle de développement de la startup actuellement? Tu parlais de création en 2017. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Où en êtes-vous? Alors depuis 2017, on a fait deux levées de fonds, dont une importante cette année de plus d'1,5 million d'euros, avec une société qui s'appelle Side Capital. On a été aidé aussi par la BPI. Il faut savoir que Agilitest a été créé en 2017 au sein de l'incubateur Corse qui s'appelle Initia, et donc à Bastia.
Et on a été aussi énormément aidé par l'Agence de développement économique de la Corse qui nous a financé une partie de notre développement dans les premières années. Il faut savoir que Initia et l'ADEC sont aussi très très proches des start-upers, on va dire, pour les aider à comprendre comment se positionner et quelles sont les priorités en fait pour le développement de leur entreprise. Donc on a vraiment été beaucoup aidé par nos amis corses. Et d'ailleurs, notre siège social est en Corse. On a pris des locaux actuellement à Bastia. Et depuis 2 ans, on est aussi hébergé. On a un établissement secondaire à Bordeaux, au sein de la pépinière éco-créative des Chartrons, que je remercie aussi. En fait, je remercie de nous avoir accueillis aussi, qui nous accompagne un peu de la même façon. Donc, la R&D est à Bastia et le reste est à Bordeaux. Et donc, on a effectivement fait une levée de fonds cette année et on accélère avec des recrutements. Donc, actuellement, on est entre 12 et 15. Et l'objectif, c'est d'être à peu près 24 personnes d'ici mi-2022. Il Donc, me semble que tu as on a un même. plan de développement ambitieux. Donc, je disais juste, il me Excuse-moi. semble en plus que que tu recherches sur Bastia C'était ma des question postes. derrière. Ouais, Oui. vous recherchez où du coup et vous recherchez quoi comme type de poste? Eh ben, on recherche des profils de développeurs sur Bastia, on recherche des profils de gens qui sont à la R&D. On a recruté une experte en psychologie cognitive qui va travailler sur la partie UX. Voilà, toute l'activité de R&D est à Bastia et donc on est en train de continuer de la développer à cet endroit. Et sur Bordeaux, on est en train je dirais, de faire monter en charge toute l'activité marketing qui est aussi extrêmement importante pour le développement de notre entreprise. Donc toute la partie marketing commerce est gérée depuis Bordeaux avec des antennes à Paris, Lyon et Nantes. On a des représentants dans ces villes. Très bien, parfait, Donc, merci. donc pour le développement, en fait, la cible de développement, c'est clairement accélérer sur la roadmap avec des recrutements à la R&D et accélérer aussi sur la partie marketing et vente, y compris à l'international. Ok. Écoute, c'est clair. Je pense qu'on a posé des questions au fur et à mesure qu'on en avait. Je pense pas qu'on en ait raté, Christophe, si tu en as vu aussi de ton Non, j'en ai côté. pas vu, Ouais. c'est votre dernière chance dans la chatroom pour ceux qui nous suivent en live pour les poser. Après, on avance sur la suite de l'émission. Eh ouais. Désolé, j'ai été un peu verbeux, mais Ah voilà, non, si mais vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, pas de pas de souci, souci. Ben, on est on bien. va revenir dans ce cas sur la suite de l'émission. Et la suite de l'émission, ben, c'était les quelques news. Donc merci Christophe. N'hésite pas à intervenir si t'as envie hein, sur Merci les Bertrand. quelques news dont on va parler. Et donc, dans les news, on en avait une particulièrement avec Paper, donc Paper qui se termine. Et donc c'est fini. C'était quand même intéressant. Je pense que maintenant que je vous montre le robot, ben vous vous dites ah mais oui, forcément Paper, on connaît. Et donc ça a été créé en 2014 par l'entreprise française donc Aldébaran. Et ça avait connu un bel engouement et c'était même à un moment donné un symbole de la French Tech. Depuis, ça avait été racheté et donc par SoftBank notamment, Ça. qui avait voulu propulser ce petit robot-là. Il y a 27 000 robots qui ont été vendus quand même en 7 ans, c'est pas rien, mais c'est pas beaucoup, malheureusement. Et très clairement, il n'a pas réussi à trouver son marché, ce petit robot-là, qui n'a pas réussi à trouver en fait les cas d'usage qui permettaient véritablement d'être utilisés. Et là maintenant, eh bien, ça y est, SoftBank a annoncé officiellement qu'il abandonne le développement des robots. Il va continuer pour autant de faire des investissements significatifs dans la robotique de nouvelle génération, mais il arrête la partie Paper. Bon, c'est triste parce qu'en France, c'est quand même 165 emplois qui étaient liés. C'était une belle aventure qui avait duré quand même pendant 7 ans. Mais bah, si on peut se dire quelque chose dessus et en termes de retour d'expérience, c'est que c'est une innovation qui tenait la route, qui était intéressante technologiquement, mais qui n'a pas trouvé son marché en termes d'usage et que bah, on peut être innovant si on n'arrive pas à trouver le marché et qu'on n'arrive pas à identifier qui est intéressé et à qui est-ce qu'on pourrait vendre cette solution-là et la faire se déployer et la faire grandir.
et bien effectivement, on se retrouve avec un blocage et malheureusement une issue malheureuse pour cette belle initiative de Pepper. Ah, c'est une belle Point. conclusion. Ça montre effectivement que tu peux effectivement, innover, mettre en avant des choses hyper intéressantes, faire des levées de fonds. Si derrière effectivement ça se transforme pas, ça s'arrête forcément nécessairement au bout d'un moment. Oui, Voilà, Aldebaran, il faisait aussi, Nao, un autre petit robot que vous avez peut-être pu voir, aussi, c'est vrai. qui était Mm. pour AMA plutôt axé sur, les plateformes d'éducation et tout ça. On passe Voilà. à une réussite. Et une réussite qui est pas rien, qui est Mano Mano, donc qui est devenue une licorne. Donc véritablement là bon voilà c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc tant mieux. Ils ont réussi à avoir une valorisation qui est maintenant de 2,6 milliards de dollars. Alors ça fluctue en fonction du moment où vous regardez l'émission. Ça aura peut-être changé, et je l'espère pour eux, et que ça le fasse de plus en plus. Donc, pour pouvoir se donner une idée, hein, en fait, ce sont des sociétés qui ont une valorisation qui est supérieure à 1 milliard, en fait, et qui sont des startups. Donc, en France, on n'en a pas énormément. Donc, on en a 13 en 2019, par exemple. Donc, c'est quand même peu. Et là, ça fait une nouvelle qui vient se développer. Si vous regardez, c'est un volume d'affaires qui a doublé en 2020. Donc c'est vraiment pas rien. Ça s'est créé pourtant qu'en 2013, c'est Christian Resson et Philippe de Chanville qui ont lancé, qui avaient fait une marketplace sur le bricolage et le jardinage. Ils ont eu véritablement le nez creux puisque c'est un engouement très très fort et avec également la crise sanitaire, les Français et dans d'autres pays également se sont tournés fortement vers leur maison et l'amélioration de leur habitat forcé d'y passer plus de temps que là où ils avaient l'habitude. Et donc là, ça a été véritablement un boom pour tous ceux qui étaient spécialisés là-dedans, dont Mano Mano, qui veut maintenant accélérer en Europe, qui est rentable sur l'exercice français depuis maintenant 2 ans, donc ils commencent à être très solides sur leurs acquis, et ils veulent maintenant attaquer le marché européen, et c'est une très très belle réussite, et franchement, c'est beau à voir, et tant mieux, et c'est inspirant en tout cas pour les autres startups françaises. Alors après, tu le dis bien, c'est-à-dire que ça reste une verticale dans leur domaine, c'est-à-dire que c'est vraiment du Oui, e-commerce, et en plus du e-commerce, c'est sur de la marketplace, donc place de marché où ils vont mettre en vente, où des vendeurs tiers vont pouvoir mettre en vente leurs produits dessus. Donc ils sont vraiment dans un créneau qui est aujourd'hui extrêmement porteur, c'est-à-dire que c'est pas les seuls à être dans ce domaine-là. Mais par contre, ils sont clairement numéro un en termes de valorisation sur ce domaine-là. Je pense aussi, je fais un petit pas de côté pour parler aussi de Miracle qui fait aussi ça, qui fait de la place de marché pour les sites de e-commerce, mais en mode plateforme, c'est-à-dire qu'ils vendent ça et après d'autres vont pouvoir construire la place de marché par-dessus, qui a aussi dans cette même dynamique-là, on va dire. Un peu moins grosse, mais de la même manière. ouais, tu fais bien, c'est vrai que c'est un bon lien, tu as raison, tout à fait. Dernière news, plus légère, avec Pazzi, donc, qui lance un robot pizzaiolo. Alors bon, voilà, je trouvais ça assez intéressant. Donc c'est une initiative, c'est une start-up francilienne, hein, qui a commencé cet été en plein cœur de Paris et qui vous propose en fait d'assister en salle et en emporter à la création des pizzas par des robots. Donc voilà, je trouvais ça assez léger, assez cocasse pour pouvoir vous le présenter. Après, c'est pas une nouveauté totale, puisque ça a déjà existé aux États-Unis. Il y a une startup qui s'était lancée là-dessus. Il y avait eu notamment Zoom, qui malheureusement a eu un échec sur le sujet, qui s'est reconverti par la suite. Donc on va pas souhaiter bien sûr à Pazzi la même issue, mais c'est quand même intéressant de voir ce qu'ils proposent et ce qui est quand même assez différenciant, puisque les bras articulés en fait, hein, puisque des robots vont étaler la pâte, poser la sauce tomate, vont ajouter toute la partie garniture, vont mettre au four et vont pouvoir sortir la pizza et les mettre dans sa boîte pour pouvoir être livrée. Donc ou servi en salle au niveau de l'assiette. Donc 80 pizzas par heure en capacité, un prix de vente entre 7 et 13,60 €. Donc ils font un pari aussi sur la qualité avec des pâtes fraîches, des légumes bio, des fromages AOP. Et il y a du personnel quand même qui reste, mais qui est plus là pour faciliter et fluidifier les échanges avec les clients.
et permettre une restauration sur place, mais il n'intervient pas du tout sur la partie fabrication. Et c'est fort en tout cas sur l'aspect technologique pour arriver à, comme ça, tout automatiser en termes de traitement sur des bras articulés. Donc c'était plus pour le clin d'œil et la performance technologique pour arriver à faire, après avoir au niveau du business model et la capacité à pouvoir se déployer de manière plus large. Après, il y a d'autres domaines qui sont aussi intéressés là-dessus, tels que la préparation d'hamburgers, sur du wok ou autre. Donc, on a quand même une mouvance, c'était ça que je voulais partager avec vous, sur la partie automatisation de la création de cuisine, mais avec des ingrédients de qualité. Les cuistots en PLS, hein, c'est ça qu'on Voilà, va c'est prévoir. ça. Non, moi j'attends de voir, est-ce qu'ils font tourner la pâte sur le bout de la pince du coup du robot aussi, là, comme la Pizza Hut te le fait, là. Je n'ai pas ce détail, mais c'est une bonne question, effectivement. Ah, ça serait dommage de perdre ça quand même. Bon. Après, pour rebondir un peu plus sérieusement dessus, pas loin de chez moi, j'ai aussi un distributeur automatique comme ça de pizza qui te fait la préparation. Alors, c'est adossé à une boulangerie qui te fait aussi la préparation minute de ta pizza. Alors, évidemment, la boulangerie fournit elle-même la partie pâte à pain et pâte à pizza, du coup. Et en fait, après, l'assemblage et la cuisson se fait au moment où tu arrives devant le distributeur. Donc, ça me fait penser également à ce mode-là, qui est quand même très très pratique. Effectivement, t'as Et raison. tu l'as 24/7, ta Eh pizza. oui. Parfait. Est-ce qu'elles sont bonnes? Écoute, ça va. Ça va. La pâte, il joue pour beaucoup. C'est une pâte fraîche, du coup, faite par la boulangerie, donc ça va. L'intérêt, c'est que tu l'as tout le temps. Ça se fait relativement vite. Et voilà. Après, ça vaut pas une vraie pizza d'un chef italien, Mhm. mais ça dépanne. Eh bien, on est Une arrivé fringale au... en plein milieu de la nuit, c'est intéressant. Effectivement. Exactement. On est arrivé au terme de notre émission, donc de l'épisode 11. Merci beaucoup, Christophe d'Agilitest, d'être venu nous présenter ta startup. Moi, je trouve que Merci. c'était Oui. extrêmement intéressant, enrichissant. On a pu voir véritablement des différences fortes avec ce qui existe à côté au niveau des concurrents en termes de Ouais. possibilités. Si vous êtes développeur, start-upper, ou vous faites partie de sociétés qui ont ce type de besoin, n'hésitez pas à venir laisser des commentaires, donc soit dans le chat, soit si vous êtes en replay sur YouTube dans la vidéo. Si vous avez besoin de compléments, vous avez la possibilité de contacter Christophe et son équipe, et notamment via Twitter. Si tu veux nous rappeler... Oui, en fait, les gens peuvent nous contacter directement sur notre site internet, Oui, le site, agilitest.com. tout à fait. Ils peuvent réserver aussi une démonstration de l'outil. Et il faut savoir qu'Agilitest, c'est une solution qui s'utilise gratuitement pendant 1 mois à l'essai. Et pendant ce mois, on a une équipe de consultants qui vous accompagne et qui vous aide à créer vos premiers tests. Voilà, donc si jamais vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas à nous contacter, à demander une démo et on sera à votre disposition pour l'organiser. C'est noté. Et comme ça, tous ceux qui le souhaitent pourront se manifester. Et merci à toi, Christophe Kamikaze, cette fois-ci, pour ta disponibilité Avec plaisir. et d'être Merci pour avec nous l'invitation. pour ce nouvel épisode. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle startup à découvrir ensemble. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à dans un mois. Merci. Merci Ciao. Bertrand, merci Christophe et merci à tous.